Salut, bienvenue au Samara Studio. Alors aujourd'hui une vidéo en français pour changer et une vidéo réparation. Donc réparation de cet ampli intégré qui est un Onkyo A807. Bon, on va pas trop s'attarder sur les specs, hein. Vite fait, c'est un ampli qui était donné à 115 watts sous 8 ohms avec un taux de distorsion à 0,08%. Donc un très bon appareil haut de gamme, donc début 90, qui valait à peu près 1000 € à sa sortie. Donc moi ce que je vous propose c'est d'attaquer dans le dur tout de suite. On va s'attaquer donc au diagnostic de ce truc-là. Qu'est-ce qu'il avait cet ampli? En fait du jour au lendemain, il n'a plus fonctionné. Quand on le branchait sur secteur, il n'y avait plus aucun signe de vie extérieur. C'est-à-dire on ne pouvait plus l'allumer, il n'y avait plus de témoin de veille, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qui est démontage de l'ampli, un truc franchement basique. Il y a juste les deux joues à retirer, la tôle du dessus, et puis la façade, il y a juste 3 vis au-dessus, 3 vis en dessous. Il faut enlever les boutons, et il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Je vais pas le redémonter exprès. Mais, enfin voilà, c'est assez basique à démonter. Donc, diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler déjà? Qu'est-ce qu'on peut voir en premier lieu? Alors, déjà, contrôle visuel. Bah, on peut voir que c'est un ampli, vous voyez, tout a jauni, parce que le premier propriétaire de ce truc-là était un fumeur en intérieur, et puis tout est jaune, tout est un peu... ça colle un peu, c'est un peu dégueulasse, qui fait que tout ce qui est goudron, ça se dépose sur les circuits imprimés, tout jauni. Ça, normalement, c'est blanc, hein. Tout ça, normalement, c'est blanc. Les tôles, normalement, elles doivent être couleur grise, couleur métal, quoi, sauf que là, elles sont jaunes. Tout ça, c'est des dépôts de goudron dus à la cigarette. En plus de ça, j'ai retrouvé des cafards crevés à l'intérieur. Quand j'ai démonté la façade, en dessous de la façade, il y avait rien, mais sur le circuit en lui-même, les cafards avaient élu domicile là-dedans. Et je ne sais pas si on le verra sur les photos que j'ai prises, mais en fait, il y a tout un tas de taches marron, et en fait ce sont des déjections de cafards, voilà. Voilà ce qu'on peut rencontrer un peu quand on démonte des appareils. Bon, c'est pas grave, mais donc en l'état, donc de visu, il n'y a rien qui laisserait présager à quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder le schéma tout de suite sur iPad, et on va regarder ce qu'il faut contrôler point par point pour arriver à quelque chose. Donc déjà, alors, à l'extérieur de l'ampli, ce qu'on peut voir, on voit un gros transformateur, là, c'est le transfo de puissance qui alimente toute la partie puissance. Et ici, on voit le bloc puissance de l'ampli. Les deux condos de filtrage principaux sont pas endommagés, ils sont pas bombés, rien du tout. On voit que dans le fond, il y a une carte, là je vous mettrai une photo un peu plus rapprochée. Cette carte-là, en fait, généralement on appelle ça circuit de stand-by ou circuit de veille. C'est pas vraiment un circuit de veille. Ça ne sert pas que pour la veille, ça sert à alimenter le microcontrôleur qui se trouve derrière. Donc, comme on est un peu coincé, là, on va aller voir sur le schéma comment ça se passe. Alors, bon, le schéma est assez touffu, hein, c'est assez dense. C'est pas les meilleurs schémas d'ailleurs. Onkyo, début 90, c'est pas très aéré. La qualité en elle-même de l'impression du schéma, c'est pas la qualité de la... Je pense pas que ce soit la qualité du scanner, mais c'est la qualité d'impression en elle-même, elle est assez grossière. En PPI, la définition est pas ouf. Et des fois, on a du mal à repérer les nœuds, des fois, sur le circuit. Mais enfin, bref. Les schémas Onkyo de l'époque ne sont pas ceux des Kenwood, par exemple, qui sont beaucoup plus agréables à regarder, beaucoup plus aérés, et beaucoup plus compréhensibles du premier coup d'œil. Donc, on va regarder en premier lieu ce qui se passe sur cette fameuse carte d'alimentation du microcontrôleur. Donc, on a notre prise secteur ici. Bon, sur le schéma, c'est donné 101 volts, mais bon, on s'en fout un peu. Ici, donc, la prise secteur, est-ce qu'elle fonctionne déjà? J'ai mesuré et j'avais bien 240 volts. Ici, j'ai 240 volts au secteur. Ensuite, j'ai voulu contrôler si j'avais de la tension qui sortait du pont de diode. Sauf que sur le circuit en lui-même, le pont de diode, il n'est pas accessible. Donc, en plus, c'est un tout petit pont de diode. C'est un truc qui doit faire 1 cm carré, 1 cm carré et demi. Mais c'est pas grave, parce que quand on suit le cheminement, on voit qu'on a ici un connecteur, et ce connecteur, il part
un peu partout. Alors, on voit ici qu'il y a le connecteur qui vient sur cet autre circuit-là, alors qu'il ne sert pas en fait au circuit. Contrairement à ce connecteur-là, on voit que ça part sur le circuit. En fait, ça fait juste un jumper entre de connecteur à connecteur. Ça sert strictement à rien parce que ça part directement ici sur le circuit. Hop, ça arrive là directement sur le circuit du microcontrôleur. Donc pour voir si j'avais en effet une tension qui sortait du pont de diode, je peux soit le mesurer, alors je ne sais plus exactement comment c'est fichu à l'intérieur, mais je crois qu'on peut mesurer la tension, vous voyez ici ce qui est surligné en vert là. On peut aller mesurer la tension ici. Alors en théorie on doit avoir une tension de 12 volts 7, mais bon, on a vu que c'est un schéma qui est en 120 volts, alors normalement ça devrait sortir la même chose en 240 volts. Sauf que bon, à la tolérance près, moi je mesurais 15 ou 16 volts, donc comparé à 12,7, c'est largement bon. Donc j'avais 12,7 volts donc redressé, correctement filtré, qui arrivait. Alors j'ai pu le mesurer sur ce régulateur-là. Je vous mets une photo de la façade démontée, donc on voit que la sous-façade et on voit ce régulateur-là. C'est le régulateur qui va alimenter le microcontrôleur qui est ici sur le schéma. En gros, là. Sur ce contrôleur-là, sur ce régulateur-là, qui est un 78M05, donc un régulateur 5 volts positif, on peut aller mesurer directement la tension sur sa broche d'entrée. Donc moi, je vous ai dit que j'ai trouvé 16 volts. Tant qu'on y est, on mesure la tension de sortie, donc qui est censée être 5,6 volts, là. J'avais bien 5 volts, à peu près 5,6. J'avais 5,6. Et donc, bon, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le circuit d'alimentation du microcontrôleur fonctionne. Ce qu'on va ensuite contrôler, c'est le microcontrôleur en lui-même. Donc, on va voir si le microcontrôleur est bien alimenté. Donc, il est alimenté par le 78M05 qu'il y a ici. Et sa broche d'alimentation, c'est la broche 42, si mes souvenirs sont bons, VDD. C'est ça, donc c'est la broche 42, c'est la broche VDD, plus 5 volts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le circuit qui se trouve derrière. Je vais vous mettre des photos. Alors, c'est dommage, on ne voit pas bien sur les photos que j'ai prises, mais puis on peut contrôler les tensions assez facilement depuis l'arrière du circuit, là où il y a les soudures. Donc, j'ai contrôlé ma pin 42 pour voir si mon microcontrôleur était alimenté, et j'avais bien 5 volts. La deuxième chose que j'ai faite, et c'est là où je me suis planté, j'ai fait une erreur de mesure. J'ai contrôlé, voir si l'oscillateur qu'il y a ici, alors c'est pas un quartz, c'est un résonateur céramique, je vous le mets en photo, je vous mets la photo du résonateur céramique. Alors j'ai pris mon oscillo, c'est un truc qui est censé osciller à 4 MHz. J'ai pris mon oscillo, j'ai pris ma petite sonde, je suis allé sonder ce truc-là sur la broche donc out. Et j'avais rien à l'oscillo. J'avais rien, c'était plein. Du coup, je me suis dit, le résonateur céramique ne fonctionne plus, donc le microcontrôleur ne fonctionne plus. Sauf que quand j'ai fait d'autres contrôles sur le microcontrôleur, j'avais des trucs qui étaient somme toute assez cohérents. Il faut savoir aussi qu'il y avait un problème de bouton. Le bouton déconnait. Le bouton power déconnait. J'avais des trucs assez cohérents, en fin de compte, qui sortaient quand même du microcontrôleur. Donc ce que j'ai fait déjà quand j'ai vu que le bouton standby déconnait, je vous mets une photo, de toute façon vous le verrez, il y a un circuit, un tout petit circuit qui est dédié à la réception infrarouge et puis au bouton power. Donc j'ai remplacé le bouton power en premier lieu par des fils parce que j'avais pas encore le bouton neuf, et que j'allais regarder un peu plus en détail sur le datasheet du microcontrôleur, qu'est-ce qui peut mettre l'ampli à 0. Et on se rend compte en regardant la partie microcontrôleur qu'il y a une broche du microcontrôleur qui s'appelle, alors c'est la broche 33 ou 34. Voilà, la broche 34 qui s'appelle P-off. Donc power off. Et ce qui arrive sur la broche power off, donc je vais vous tracer là, tac. On voit qu'on a ça, Q804. Alors Q804 c'est quoi? Donc la doc nous dit quoi?
J'ai eu du mal à comprendre au début la phrase. Hein, donc, et puis, j'avais jamais bossé avant sur un appareil avec un microcontrôleur. C'était vraiment la première fois pour moi. Et donc, elle nous dit que c'est une broche pour la détection d'une interruption de l'alimentation. Et elle nous dit de prendre une contre-mesure aussitôt qu'il y a le défaut d'alimentation. Et elle nous dit que quand il y a un défaut d'alimentation, ça met turned into L, donc low, c'est-à-dire que sur cette broche-là, il y a l'état 0 quand il y a un défaut d'alimentation. Donc, ce qui veut dire qu'à l'état normal, quand on a une alimentation normale, elle est à l'état 1. Donc, bah, j'ai contrôlé ce qui arrivait sur la pin 34. Et pin 34, ben, j'avais 0. J'avais 0, donc en gros, il détectait un défaut d'alimentation. Sauf qu'on a vu que l'alimentation du microcontrôleur fonctionne, il n'y a pas de problème. Et donc, pin 34, ce que je vous ai tracé là, ça arrive dans le boîtier Q804. Alors Q804, c'est quoi? Je vais vous mettre la photo. C'est un M51934B. Ça ressemble vachement à un transistor. D'ailleurs, c'est marqué Q804, mais c'est pas Q. C'est la dénomination pour les transistors. En réalité, c'est pas un transistor, c'est un circuit intégré. C'est un circuit de détection de tension. Donc, il y a un réglage d'hystérésis sur ce truc-là. Alors, il y a une erreur sur le schéma, parce que la résistance qui permet le réglage d'hystérésis, c'est celle-là. Alors, je sais pas si c'est 819, hein, c'est R819. R819, c'est marqué qu'elle est à 2K2. Sauf que moi, quand j'ai vu R819 à 2K2 sur le circuit, eh ben, j'ai pas vu une résistance de 2K2, j'ai vu une résistance de 22K. Donc j'ai pris mon multimètre, j'ai mesuré et c'était effectivement une résistance de 22K. Et en plus, quand on regarde le datasheet, le constructeur préconise bien une résistance de 22K pour le réglage d'hystérésis. Donc déjà sur le schéma, il y a un problème, c'est pas 2K2, c'est 22K, mais bon, les erreurs sur les schémas, ça arrive. Donc sur la broche de sortie de Q804, j'ai 0. Donc 0, ça veut dire qu'il détecte une anomalie d'alimentation. Sauf qu'il n'y a aucune anomalie d'alimentation. Et normalement, sur la pin d'entrée, je dois avoir, donc ici ils mettent 12,7 volts, mais moi j'ai mesuré 7 volts. Donc 16 volts, pardon. J'avais bien les 16 volts qui arrivaient sur la pin d'entrée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti du circuit, je l'ai remplacé, en fait je l'ai shunté. Alors pas par un fil, je l'ai shunté par une diode. Comme on voit sur la photo, là, vous voyez Q804, vous voyez une diode, c'est une 4148. J'ai mis une diode pour, en gros, si on peut dire, simuler la présence d'un circuit, et puis surtout pour avoir la chute de tension bien à 5 volts. Comme j'avais un petit peu plus de 5 volts en sortie de la Zener polarisée en inverse. Et en mettant la diode, j'avais pile poil 5 volts, donc qui est rentré sur Power Off. En fin de compte, on simule comme si le circuit ne détectait pas de chute de tension. Comme la doc le prescrit, quand il n'y a pas de chute de tension, on est à l'état 1, donc à 5 volts. Je branche l'appareil et là, miracle, tout fonctionne. Donc, eh ben, ça nous indique quoi? Ça nous indique que ce composant-là est défectueux. Et donc, j'ai commandé un détecteur de tension. Alors, c'est disponible sur AliExpress, mais moi, je déteste acheter des composants sur AliExpress. Je l'ai acheté sur un site anglais, il me semble. Je crois que j'en ai pour 10-15 euros. Alors, on peut tout à fait l'acheter sur AliExpress. Alors, c'est un truc qui n'est plus disponible neuf. C'est un composant qui ne se fait plus. Et puis, la majorité des stocks sont en Chine, donc c'est assez logique qu'on retrouve ça sur AliExpress. Il y en avait sur eBay, il me semble. Sur AliExpress, en plus, ils vendaient ça. Ils vendaient pas ça à l'unité, ils vendaient ça par paquet de 10, je crois. Donc, bah, j'ai remplacé ce circuit, et c'était bien ce circuit-là qui emmerdait le monde. Alors, je vous ai dit plus tôt que j'avais fait une mesure à l'oscillo du résonateur céramique et que j'avais rien. En fait, j'ai cherché un peu sur les forums. Normalement, un résonateur céramique, c'est une pièce qui est assez faible, c'est pas une pièce qui crame comme ça. Et il s'est avéré qu'en fait, le problème, c'était la mesure en elle-même. En cherchant sur des forums, si justement les résonateurs céramiques pouvaient être une source de problème,
J'ai vu qu'il y avait un post sur un forum où il disait qu'il fallait utiliser une sonde x10. Alors, je sais pas pourquoi on dit x10. C'est une sonde où on divise par 10. Donc bon, bref, c'est une sonde atténuatrice de 10. Sa capacité parasite, en fait, ne perturbe pas la mesure de l'oscillateur, du résonateur. En fait, la sonde 1 pour 1 a une capacité parasite qui fait que quand on touche une des broches du résonateur, il arrête d'osciller. J'ai quand même mesuré par curiosité l'oscillateur. Et donc, je me suis retrouvé avec cet oscillogramme-là. Alors, moi, j'utilise un oscilloscope analogique. Donc, quand j'ai mesuré l'oscillateur, bon, déjà, j'ai pu le mesurer. J'ai eu une trace. J'ai eu un oscillogramme. Et donc, il a bien fallu vérifier la fréquence d'oscillation qui sortait de ce résonateur. Et puis, comme c'est un vieil oscilloscope analogique, eh ben, il n'y a pas la fréquence qui s'affiche comme sur les DSO ou sur les oscilloscopes Tektronix analogiques, disons les derniers à tube qui sont sortis où il y avait la fréquence qui s'affichait. Donc, il a fallu recalculer à la main. Ah, tiens, je vous laisse d'ailleurs, si vous voulez vous amuser un peu à calculer la fréquence. Je vais vous donner les paramètres que j'ai sur l'oscilloscope. Alors sur l'oscilloscope, j'avais la base temps. Je vous mets la photo de l'oscilloscope. Donc j'avais la base temps au maximum et l'agrandissement x5 de tirée sur la base temps. Je vous mets en photo l'oscillogramme de manière à ce que vous puissiez regarder le nombre de divisions pour une période. Je vous laisse le loisir de faire vos calculs et de me partager vos résultats aux commentaires. Mais enfin voilà, j'ai trouvé le coupable, c'était donc ce petit détecteur de tension. Je l'ai remplacé, ça a fonctionné merveilleusement bien. Et j'en ai profité pour régler les courants de repos. Alors ils étaient à peu près bons. J'avais juste une toute petite différence que j'ai corrigée. Alors je crois qu'ils se font là, sur ces petits potards là. Ouais, c'est ça. Ils se font sur ces petits ajustables là. Le réglage des courants de repos se fait sur ces petits ajustables là. Et c'est à peu près tout. Il n'y avait rien de particulier à contrôler. Il n'y avait pas de problème particulier de contact. Je crois que j'ai mis de la bombe contact un peu sur les boutons de devant. Mais il n'y avait pas de problème outre cela. Donc j'ai remplacé le bouton power. Puis mis à part ça, c'était tout ce qu'il y avait. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire sur cet ampli qui est reparti pour une paire d'années, je l'espère.